Au cours de cette première semaine, nous avons fait connaissance avec le bois qui remplit plusieurs fonctions dans l'arbre et nous avons vu quelques conséquences sur les propriétés technologiques du matériau bois, sa densité et sa durabilité. Nous avons vu que les arbres grandissent en hauteur à partir des extrémités et en largeur grâce au cambium qui forme du bois chaque année sous forme de cernes. Dans les bois des régions tempérées qui subissent un arrêt de croissance en hiver, on peut distinguer les cernes car le bois initial est plus poreux et plus clair que le bois final. Le cambium se trouve entre bois et écorce. Les dernières couches de bois formées sont donc juste sous l'écorce. Dans le bois de l'arbre vivant, il y a des cellules mortes et des cellules vivantes. Les cellules mortes sont celles qui remplissent les rôles de conduction et de soutien. Les cellules vivantes, qu'on appelle les cellules de parenchyme, sont de petites usines chimiques qui sont capables de stocker des réserves et d'élaborer des substances de défense. Sur ce bois de chêne, on peut distinguer deux parties, une partie claire périphérique qui correspond à l'aubier et une partie centrale colorée qui correspond au bois parfait ou du ramen. Dans l'aubier, les cellules de parenchyme sont vivantes. Dans le bois parfait, qui est de l'ancien aubier, les cellules de parenchyme ne sont plus vivantes. Le mode de croissance des arbres fait du bois un matériau orienté dans lequel on va pouvoir distinguer trois directions, longitudinale, radiale et tangentielle, et trois plans, transversal, radial et tangentiel. Les éléments qui composent le bois ne vont pas se présenter sous le même aspect selon les trois plans d'observation. Par exemple, un rayon ligneux, qu'on peut comparer à cette règle plate, va se présenter sous forme de ligne sur une coupe transversale, sous forme de bande sur une coupe radiale et sous forme de trait sur une coupe tangentielle. Nous avons passé en revue les différentes fonctions du bois. Tout d'abord, la conduction de la sève brute, assurée chez les résineux par les trachéides, en particulier celle du bois initial, et chez les feuillus par les vaisseaux. La sève est présente dans le bois sous forme de colonne continue, des racines jusqu'aux feuilles, et la transpiration est le moteur de la montée de sève qui est donc aspirée vers le haut. L'interruption d'une colonne d'eau par une bulle de gaz s'appelle une embolie. Elle peut être causée par une transpiration trop forte, c'est l'embolie estivale, ou par le gel, dégel, c'est l'embolie hivernale. Et nous avons vu que les arbres ont un bois adapté à leur environnement. Par exemple, l'anatomie du bois de résineux leur permet de bien résister à l'embolie hivernale. Une autre fonction du bois est le soutien mécanique. L'arbre doit surtout résister aux contraintes de flexion imposées par le vent. Lorsque l'arbre est jeune, il forme un bois souple qui lui permet de plier sans rompre. Puis, petit à petit, il forme un bois de plus en plus rigide jusqu'à former ce qu'on appelle le bois mature. Le bois permet également à l'arbre de contrôler sa posture. En effet, les cellules nouvellement formées vont tirer plus ou moins sur le bois existant. C'est ainsi que l'arbre peut parvenir à se redresser en formant du bois de réaction sur un des côtés du tronc. Les cellules qui assurent le rôle de soutien ont des parois épaisses et des sections réduites. Ce sont les trachéides du bois final chez les résineux et les fibres chez les feuillus. Elles sont responsables de la densité d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Nous avons vu que lorsqu'un résineux pousse plus rapidement en diamètre, en formant des cernes plus larges, c'est du bois initial peu dense qui est formé en plus grande quantité. Le bois est donc moins dense que pour un arbre à croissance plus lente de la même essence. Au contraire, lorsqu'un feuillu à zone initiale poreuse comme le chêne pousse plus rapidement en diamètre, c'est du bois final dense qui est formé en plus grande quantité. Le bois formé est donc plus dense que pour un arbre à croissance plus lente. Enfin, le bois permet à l'arbre de stocker des réserves et de se défendre grâce aux cellules de parenchyme qui sont vivantes dans l'aubier. Les cellules de parenchyme peuvent être orientées longitudinalement, c'est le parenchyme longitudinal, soit radialement, ce sont les cellules de rayon ligneux. La substance de réserve des végétaux est l'amidon. Ces réserves permettent à l'arbre de se nourrir lorsque la photosynthèse n'est pas possible, par exemple en hiver. En cas de blessure
dans l'aubier, les cellules de parenchyme vont être capables de sécréter des substances de défense et de cicatrisation. Dans l'arbre vivant, la partie la plus résistante aux attaques biologiques, c'est donc l'aubier. Le bois parfait, par contre, va être attaqué sans réaction possible puisqu'il ne contient plus que des cellules mortes. C'est pourquoi certaines espèces vont protéger chimiquement leur bois parfait. Au moment de la duraminisation, les cellules de parenchyme, avant de mourir, vont synthétiser des substances qui vont imprégner le bois. On peut dire que l'arbre applique un véritable traitement chimique de préservation à son bois parfait. Certaines de ces substances sont colorées. Le bois parfait acquiert donc une couleur différente de l'aubier que l'on peut alors différencier. Après abattage, la protection chimique du duramen subsiste, alors que bien entendu, la protection vivante de l'aubier disparaît. C'est pourquoi, dans le matériau bois, l'aubier devient la partie la plus vulnérable aux attaques biologiques. Chez d'autres espèces, les cellules de parenchyme n'apportent pas cette protection au bois parfait, qui conserve alors la couleur et les propriétés de l'aubier, en particulier une faible durabilité. Ce sont les bois blancs. La pérennité d'un ouvrage en bois dépend non seulement du choix de l'essence, mais aussi de la conception. On va chercher à limiter le plus possible le risque d'humidification du bois, propice au développement des champignons. Le risque d'humidification permet de définir des classes d'emploi, et dans telle ou telle classe d'emploi, on va utiliser certains bois sans traitement, donc sans aubier, et d'autres bois avec traitement, mais alors avec aubier, car c'est la partie la plus imprégnable. Donc voilà tout ce que nous avons vu au cours de cette première semaine de MOOC, et la deuxième semaine va nous permettre de revenir plus en détail sur la croissance des arbres et la formation du bois.